est-ce que les élus que le MRC a acquis dimanche dernier à Bafoussam donnent la latitude au professeur Maurice Kamto de présenter sa candidature comme président du MRC? Bien, merci beaucoup Serge Alain. J'ai pris part à cette cérémonie d'accueil des transfuges du STF qui rejoignaient le MRC. Alors, dans la communication que j'ai donnée, parce que j'avais été sollicité pour présenter justement une communication sur les implications de cette cérémonie-là, le propos que j'avais tenu consistait à dire que l'événement consolidait, j'espère que les auditeurs me suivent bien, consolidait la certitude. Donc, ça veut dire qu'avant même que cet événement ait eu lieu, le MRC avait déjà le pouvoir d'investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un propos que je tiens de l'analyse juridique, d'une analyse juridique rigoureuse. Et pourquoi je le dis? Bon, parce que le débat ne se pose plus par rapport aux autres options, n'est-ce pas, que consacre l'article 121 du Code électoral, dont notamment les candidatures indépendantes. Bon, c'est ouvert à tous les Camerounais et je pense qu'en l'état actuel, il y a un transfuge aussi du PCRN qui est dans l'exécutif de la commune d'arrondissement Douala 5e, n'est-ce pas, qui envisage de se présenter comme candidat indépendant. Alors donc, si la candidature indépendante est ouverte à tout citoyen camerounais, le professeur Maurice Kamto étant citoyen camerounais, ça veut dire qu'il peut bien réunir les 300 signatures permettant de se présenter comme candidat indépendant. Mais surtout, il y a également la possibilité d'être investi par un parti disposant des élus depuis 2020. Et la jurisprudence Cabral Libi, Akere Mouna, Feu Franklin, Afami, n'est-ce pas, pour l'élection 2018 sont là pour nous conforter dans cela. Alors là où le débat achoppe, c'est par rapport à la possibilité d'investir le professeur Kamto par le MRC lui-même. Alors, comme je le disais, une analyse rigoureuse sur le terrain du droit, mais établit que, en technique légistique, c'est-à-dire que lorsqu'on doit élaborer un texte et que le législateur choisit d'utiliser des termes qui peuvent être équivoques, parce qu'il est rare, n'est-ce pas, qu'une notion ait un sens univoque. Généralement, les notions ont des sens polysémiques, et c'est pourquoi, dans la technique d'élaboration des textes, il est souvent consacré un chapitre aux définitions. Or, dans le code électoral, on ne trouve pas un tel chapitre pour préciser le sens du parti représenté tel que voulu par l'alinéa 2, n'est-ce pas, de l'article 121. Alors, faute de l'avoir fait, on est bien obligé de chercher dans l'ensemble de la société camerounaise un fondement qui permette de donner un sens à la notion de parti représenté. Et cet effort dont nous renvoie vers l'article 15 de la Constitution, notamment à ces articles, à ces alinéas 2 et 3. Et l'article 15, alinéa 2 dit « Le député représente l'ensemble de la nation ». Cela veut dire que le député ne représente ni un individu, ni un parti, ni une frange de la population, mais l'ensemble de la nation. Parce qu'à l'article 2 de la Constitution, c'est le principe de la souveraineté nationale que l'on distingue du principe de la souveraineté populaire. Et l'alinéa 3 dit « Tout mandat impératif est nul ». Alors, à partir du moment dont on retrouve cela, c'est quand même le texte constitutionnel qui est au-dessus des lois, mais il va de soi que, si donc l'alinéa 2 de l'article 121 prévoit plutôt qu'un élu représente un parti, il va de soi que cette loi viole l'article 15 de la Constitution, et lorsqu'une loi viole l'article 15 de la Constitution, il doit être neutralisé. C'est vrai que le recours idéal, c'est le contrôle constitutionnel par voie d'action. Mais comme ce recours est verrouillé à l'occasion de l'élection, tout candidat qui serait victime de cet alinéa 2 de l'article 121 peut, dans le cadre du recours devant le Conseil constitutionnel, soumettre la constitutionnalité de cet alinéa 2 de l'article 121 devant le juge constitutionnel comme question préalable. Et au regard de la contrariété de cet alinéa 2 avec l'article 15 de la Constitution, il va de soi que cet alinéa 2 va être réputé non écrit. Et l'aboutissement final, c'est quoi? C'est de ne faire ressusciter, c'est de ne faire survivre que l'alinéa premier de l'article 121 qui ne conditionne l'investiture des partis à rien du tout. Puisque l'alinéa premier dit tout candidat peut être investi par un parti politique tout court. C'est l'alinéa 2 qui vient poser un problème et le législateur camerounais a commis donc la bourde
dénoncer une règle qui contrarie une disposition constitutionnelle. Or, le principe de la hiérarchie des normes juridiques, avec son corollaire qui est le contrôle des normes, vous voyez ça, c'est les réalités de temps. Je suis dans le noir. Hein? Est-ce que je continue d'être suivi? Allez-y, allez-y, prof. Voilà, donc je suis dans le noir, voilà, ça vient d'être coupé. Je vais peut-être demander aux enfants. Et donc, vous comprenez que j'étais en train de citer pour dire que l'alinéa 2 de l'article 121 viole possiblement l'article qui consacre le mandat représentatif, n'est-ce pas, dont l'essence est de préserver la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Alors, donc, en neutralisant l'alinéa 2 de l'article 121, il ne subsiste donc dans l'article 121 que son alinéa premier, et cet alinéa premier donc habilite tout parti, au-delà du MRC, à investir donc un candidat sur le plan juridique. Cela ne pose aucun problème. Ça, c'est une analyse que personne ne peut me contester, parce qu'une loi ne peut pas aller à l'encontre de la Constitution, même si j'ai vu des collègues, n'est-ce pas, très respectables, dire le contraire. Il n'y a aucun système juridique où une loi peut aller à l'encontre de la Constitution. Et c'est bien le cas de cet alinéa de l'article 121 qui viole ostensiblement la Constitution en conférant la représentation de l'élu, non pas à la nation, telle que vous le parlez la Constitution, mais plutôt à un parti. Je préfère m'arrêter là peut-être. S'il y a des contradicteurs, ça me permettra de revenir. Voilà, on va rester à l'université. Professeur Luison Issoumba. Le professeur Abaoyono, il n'est pas avec nous, mais il est avec nous. Le professeur Abaoyono. Il est sa tribune. Le professeur Abaoyono dit la Constitution primant sur la loi. Il constate que l'inconstitutionnalité manifeste de l'article 121, alinéa 2 de la loi électorale est en cause ici. Pour lui, la loi ne peut absolument pas faire écran à la Constitution. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, nous sommes là dans la théorie... La hiérarchie des normes juridiques. Bien sûr, nous sommes là dans la théorie de la loi. Parce que depuis, on semble s'accrocher à la loi portant code électoral, mais l'article 15 de la Constitution dit autre chose. C'est sur cet élément que beaucoup s'appuient également. La Constitution. La loi et non la loi portant code électoral. La loi écran veut tout simplement dire que on ne peut pas traverser une disposition réglementaire, doit être conforme à la loi qui lui est supérieure et ne doit pas être inconforme à la Constitution. Donc on ne peut pas contrôler un acte réglementaire en sautant la loi. C'est pourquoi on dit que la loi fait écran. Et cela est opposé à ce qu'on appelle la théorie de l'écran transparent. Ce genre-là, ce n'est pas ça le débat. L'article fondamental qui investit les élus, ce n'est pas l'article 15, mais c'est plutôt l'article 3 de la Constitution. On va le lire. Précise ceci. Oui, on va le lire. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Oui. Ils doivent respecter les principes démocratiques de la souveraineté nationale, ainsi de suite. Et de l'unité nationale. Et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Ces gens-là, oui. De cette disposition constitutionnelle, ils reçoivent 3 missions qui sont dévolues aux partis politiques. Oui. La mission gouvernementale, qui voudrait que les partis politiques, justement, concourent, vont à la conquête du pouvoir. Parce qu'ils doivent prétendre diriger. Un gouvernement dirige. La deuxième fonction est la fonction, si vous voulez, de construction du vote. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque parti, les partis doivent choisir leurs militants, choisir leurs candidats par rapport avec la nature du scrutin. On parlait donc de la fonction de construction du vote. Et enfin, la fonction de porte-parole, si vous voulez, la fonction de sensibilisation. Les partis politiques doivent sensibiliser les masses pour leur faire comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à aller voter. Maintenant, ce genre-là, cela étant dit, si on vous fait une interprétation, j'allais dire théologique de l'article 3, cela veut dire simplement que les partis politiques doivent animer le jeu politique, doivent faire participer au jeu de la concurrence et de la compétition. Et cet article 3 est l'avantage fondamental parce que cela fait obligation constitutionnelle aux partis politiques d'aller au jeu électoral. Normalement, si nous étions... C'est une obligation? C'est une obligation. Si nous étions à un pays comme le Congo, ça, quand vous n'y allez pas, vous êtes censuré.
Ça devient donc une obligation. Mais rien n'est dit, donc si vous n'allez pas, vous êtes sanctionné. Non, c'est-à-dire que c'est notre constitution. Non, mais il y a une sanction qui est envisagée. Laquelle? Article 121. C'est une forme de sanction. Quel article 121 du Code électoral? Code électoral. Il dit quoi? Non, c'est pédagogique. Il n'interrompt pas le professeur Essomba. Oui. Qu'on laisse à chacun Son temps. Justement. Autant pour moi. Technique. Okay. Oui, allez-y, prof. Alors, ce qui veut donc dire que le refus d'aller à l'élection est un choix démocratique, mais c'est une erreur, si vous voulez, c'est une faute politique. Parce que vous avez des élus, que cela vous ouvre la porte vers le paradis présidentiel. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire, Serge Alonto, que l'article 15 de la Constitution, alinéa 3, qui parle du mandat impératif, qui est dans la nullité du mandat impératif, est adossé sur l'exercice de la fonction et protège, comme je l'ai indiqué la dernière fois, que le mandat impératif ne ligote pas l'élu à son parti ou à ses électeurs. C'est-à-dire que cela permet, comme je l'avais défini la dernière fois, le mandat impératif dans sa conception positive voudrait dire que l'élu jouit juridiquement d'une indépendance absolue vis-à-vis des électeurs et vis-à-vis de son parti. Et pas seulement. Et même pas seulement. Alors, ces gens-là autour, précisons donc à l'endroit des téléspectateurs ceci. Le fait que des partisans du SDF aient rallié le MLC procède tout simplement à la protection de leur mandat. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé la dernière fois que leur mandat a un caractère irrévocable. Parce que ce serait une faute de savoir qu'une fois qu'ils aient démissionné, ou bien une fois qu'ils aient été exclus de leur parti, ils perdent, cette sanction-là découle de la déchéance, soit frappée de la déchéance de leur mandature. Donc, disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, Oui. il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, Ouais. chapitre 3, hein, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique, point. Point. Ouais. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Il n'y a pas de 3. Non, il faut lire 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez, lire. Où est 3? Le premier là-bas. Voilà. Il n'y a pas de 3. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, Ok, autant pour nous. au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Allons-y. oui, oui. 2. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, ces Le gens-là... dernier développement, Lequel? celui que vous venez de lire. Non, ça c'est pour les candidatures indépendantes. Oui, 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 oui. Oui. Ces gens-là... À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 121, alinéa 1. Vous lisez? Je dis, lisez, M. Jalot. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être
1. Soit investi par un parti politique, point. 2. Soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien de ça qu'on parle. Au Sénat. C'est bien de ça qu'on parle. Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Ça, j'allais je pense que Ci-dessus, vous avez... Non, c'est voilà. C'est bien ça. Alors je poursuis l'analyse pour indiquer que si vous voulez être candidat à l'élection, pour le dire de la manière la plus simple, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, pour être candidat à la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas pris part aux élections antérieures, le législateur ne s'est pas enfermé dessus. Il a dit ceci: vous pouvez donc à ce niveau présenter une candidature indépendante. Oui. Mais pour cela, vous devez réunir 300 signatures. Voilà. À raison de 30 par région. Alors, c'est genre tout. Ce n'est pas tant la question qui achoppe. La question qui fait problème, ou bien le problème de fond, réside au niveau de savoir, est-ce que le fait qu'un militant, pour prendre le cas d'espèce... Oui, le cas d'espèce de dimanche. Ouais. Tchapi Lavoisier quitte le SDF pour... Est-ce que Tchapi encore au SDF? Il faut dire la chose. En réalité, il continue de rester au SDF jusqu'à l'achèvement de son mandat. Comment ça? Oui, parce qu'il ne peut pas avoir un double statut. Mais Tchapi encore militant SDF? Bien sûr, je prends un exemple. Je vous prends un exemple, c'est Jaloto. Le RDPC a 153 députés, je crois que c'est ça, non? 153. Oui. 153 non, députés. Oui, ça c'était au début de la mandature. Oui, il y a eu des décès. Donc c'est un peu moins maintenant. Ouais. Alors, tous les 153 membres du député du RDPC démissionnent. Ils vont au MRC. Est-ce que le président Paul Biya sera candidat? Raisonnons pas l'absurde. Raisonnons pas l'absurde. Donc cela veut dire quoi? Serge alors, et je le répète à l'endroit des Camerounais, le mandat impératif n'a rien à voir avec tout ce qui concerne l'éligibilité de la fonction présidentielle. J'ai écouté mon similaire collègue de Tchad, Moïse Tinchen, avec lequel on s'est séparé il y a presque 1 heure. Et j'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un privatiste, mais qui vient surfer dans le domaine du droit public. Pour ça, il faut lui en reconnaître gré de cette compétence. Mais je dis ceci. L'article 15 qui parle du mandat impératif reste dans la logique de la protection, d'une double protection de l'élu, c'est-à-dire l'élu lui-même et le mandat qu'il exerce. Cela ne lui donne pas la possibilité de conférer des droits au parti vers lequel il adhère désormais. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, et ça, si j'avais été Joshua aussi, j'attaquerais sur le plan du droit Tchapi Lavoisier, Nietzsche, pour détournement du patrimoine du SDF. Parce que l'élu n'est pas seulement l'élu, il part avec tout un programme, c'est le parti qui l'a investi. Et on est condamné à rester dans une formation politique. Écoutez, c'est une voie que j'ouvre sur le plan du contentieux. Mais ça a été exclu, je crois. Il a été exclu. Ça a été exclu. Non, il y a deux. Tchapi. Il faut considérer deux choses. Oui. S'il a été exclu, là ça se comprend. Mais ils ont été exclus, les deux vont encore vous avancer. Donc là, en réalité, et même s'il démissionne. Non, s'il démissionne. Mais même s'il démissionne, il y a le cas Douala 4e, l'élu SDF qui avait démissionné. C'est ce que je dis, je vous dis. Est-ce qu'on est enfermé dans un parti? S'il est exclu, non, s'il est exclu, il n'y a pas de problème. Même si on démissionne, est-ce qu'on est obligé? C'est une probabilité, c'est-à-dire que le leader du parti peut ouvrir un contentieux sur le détournement du patrimoine du SDF. Ça, c'est une ouverture contentieuse qui est imparable. Et c'est la raison pour laquelle, ce genre tout, la transhumance politique ne doit pas être considérée comme
une action visant à créer le désordre dans l'État. Je prends un autre exemple aujourd'hui, c'est Jean Loto. Imaginez-vous donc que le RDPC est vidé, je venais de prendre l'exemple, de tous des députés. Le président Paul Biya va-t-il encore mettre sa candidature? Ça, je voudrais que les uns et les autres répondent. Donc, pour dire que le fait qu'on mette FCC, et ça je parle devant le député à l'Assemblée nationale, devant on met... non, est-ce qu'on ne met pas les formations politiques? On met honorable Nignité point. Ce sont juste vos... Voilà, Masson m'a dit la dernière fois ici que on a mis FCC devant son nom. Non. C'est le nom, sur le chevalet. Oui, même sur les chevalets, c'est une défaillance du Parlement si on fait une telle chose. Parce que le FCC n'a pas initialement pris part aux votations de ce pays. Donc on ne peut pas mettre cela. C'est une défaillance du Parlement et je parle devant le contrôle, sous le contrôle du mot. Si ça se fait, c'est une défaillance du Parlement camerounais. Ok, voilà. D'abord, Maître Chekali, sur ce débat, déjà, vous êtes concerné au premier chef, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier, vous dites que bon, vous avez des élus, et ces élus-là confèrent au MRC d'investir le professeur Kamto comme candidat à cette élection? Serge Alain, d'éminents professeurs se sont prononcés sur la question. Oui. Aujourd'hui, nous avons entendu le professeur de Tchang. Nous venons d'entendre le professeur Louison Essomba, à qui je profite pour renouveler mes félicitations pour son passage au grade. Mais je ne vais pas, peut-être je vais décevoir beaucoup de téléspectateurs, mais je vais parler en langage simple. Justement. Je veux que vos téléspectateurs à Dogamaoundé, à Dogba ou à Djidoma comprennent une chose. Ce débat sur le mandat impératif, le mandat représentatif, je vous jure, personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Le plus petit président d'une sous-section connaît la vérité. Mais pour qu'on ne dise pas que je parle par ellipse, je vais vous expliquer d'où vient cela. Lorsque le multipartisme arrive, le RDPC perd les élections locales. Le RDPC n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et le RDPC décide donc de débaucher les parlementaires des partis d'opposition. Parce qu'à l'époque, on était sous l'emprise de la Constitution de 1972. Mais le chairman Frundi, qui tenait d'une main de fer, le SDF, avait le redoutable article 8. Dès que vous ne vous conformez pas à la discipline du parti, vous êtes exclu. Et dès lors que vous étiez exclu de votre formation politique, vous perdiez votre mandat. C'est-à-dire vous êtes député, vous démissionnez de votre parti politique, ou bien votre parti politique vous exclut, vous perdez votre mandat de député. Parce qu'à l'époque, on était sous le régime du mandat impératif. Je ne vais pas trop m'attarder et je vais parler sous le contrôle de l'honorable Mott, qui est député. Il y avait Moukouri, Madame Moukouri, Madame Dando et Moukouri Manga qui ont perdu leur mandat parce qu'ils avaient été exclus ou ils avaient démissionné de leur formation politique. À l'époque, le Cameroun était sous le régime du mandat impératif. Vous perdez la confiance du parti politique qui vous a investi, vous perdiez votre mandat. Maintenant, en 1996, le Cameroun procède à une timide révision constitutionnelle et on passe donc du mandat impératif au mandat représentatif. Il y a une césure. On quitte du mandat impératif de la Constitution de 1974 au mandat représentatif de 1980, de la Constitution de 1996.
parmi les auteurs, c'est lui qui a le mieux défini ce que c'est que le mandat représentatif, c'est Condorcet. Il disait que le mandat représentatif, c'est la mandature du peuple. Je ferai ce que je croirais au mieux des intérêts du peuple, pas ce que le peuple pense. Il dit, mon indépendance absolue envers mes électeurs est le premier devoir du mandat représentatif. Absolument. Autrement dit, et je réponds au professeur Essomba. Vous avez posé une question tout à l'heure en disant si tous les élus du RDPC démissionnent, est-ce que Biya ne pourra pas se présenter? Mais si tous les élus du RDPC démissionnent, Biya ne se présentera pas. Le président Biya. Ah bon? Oui, je dis absolument. La loi a dit, il faut être investi par un parti politique représenté. Non, on n'a pas dit ça. On dit ayant des représentants. Donnez-moi le code Il n'y a que toi électoral. qui me comprends le contraire. On a dit, on dit ça. article 1er, soit investi par un parti politique. Et cette L'alinéa 2, on dit le candidat investi par un parti politique non représenté. À l'Assemblée, oui. Maintenant, Allez-y. il faut raisonner à contrario. Ça veut dire le candidat investi par un parti politique représenté à l'Assemblée. représenté. Non. C'est bien ça. La formulation de la loi est le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, virgule, au Sénat, virgule, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Vous comprenez? Autrement dit, Pour les candidats indépendants. non. Oui. Non. Oui. Non, je vous explique. Ça veut dire quoi? Si vous êtes investi par un parti politique, réalisez pour que tous vos téléspectateurs écoutent. Je ne veux pas. Disons que... Je ne veux pas qu'on dise que j'ai tronqué les textes. Non, tu n'as pas tronqué. Autrement dit. Il a une lecture particulière de cet article-là. Qui a une lecture particulière? Non, c'est Jalen Outou. C'est pas Ça toi, veut dire c'est pas quoi? vous. Ça veut dire, vous avez le choix. Soit vous êtes candidat indépendant et vous présentez les 300 signatures, Oui. soit vous êtes investi par un parti qui est représenté soit au Sénat, soit à l'Assemblée, soit Les chambres consulaires. dans les chambres consulaires, ainsi de suite. Or, les gens veulent vous faire croire que si un parti politique est créé après les élections, disons un parti politique créé en 2025, et que des élus en 2020 adhèrent à ce parti, ça ne compte pas. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud du débat. Ou bien ils vous disent que les partis politiques qui ont boycotté les élections de 2020, Oui. même si ces partis accueillent des gens Les qui élus. avaient été élus en 2020, Cela va de soi. Sanction. ça, professeur Essomba, vraiment, le droit, c'est mathématique. En première année de capacité, on dit, il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Vous le savez? Bien sûr. Du coup, dans cet article 121 ou bien dans n'importe quelle disposition de la loi électorale, est-ce qu'il y a un endroit où la loi a dit qu'il faut distinguer entre les sénateurs nommés comme l'IPC, Oui. puisque l'IPC peut présenter un candidat, Oui. alors que l'IPC n'a Le pas sénateur participé. nommé. Non, N'a pas l'IPC participé. n'a pas participé aux élections de 2020. Un peu. Non, écoutez. Non, c'est pas une Est-ce que question, le c'est a un participé constat. à ce scrutin? Non, ne les laissez pas m'étouffer. Allez-y. Serge Jaleng, Non, ne je laissez sais, laisser je parler. Oui. Non, il y a l'honorable qui ne s'est pas encore exprimé. Oui, mais parce que... L'IPC n'a pas participé aux élections. élections de 2020. Mais l'IPC a un sénateur Nommé nommé. par le président de la République. Mais on nous dit que l'IPC peut investir. Le MRC a boycotté. Et nous sommes fiers de ce boycott-là, les élections de 2020. Aujourd'hui, nous avons les élus, comme on dit au quartier, soc-soc. Maintenant, je défie qui que ce soit de me dire. Les élus investis par votre parti? C'est justement ça le sens du mandat représentatif. Je défie qui que ce soit de me montrer une disposition de la loi qui distingue entre
les élus qui ont démissionné d'autres partis politiques ou bien les élus que nous avions investis. Ok. Est-ce que les gens qui... Tout à l'heure, M. Essomba a dit quelque chose de vraiment scandaleux. Lorsque les députés des autres partis politiques, l'UNDP ou bien du SDF, démissionnent et qu'ils partent dans les RDPC, pourquoi est-ce que ces partis n'ont pas poursuivi les démissionnaires? C'est parce que nous ne sommes pas sous le régime du parti unique, c'est-à-dire le régime du mandat impératif. Non, Ok. monsieur, il y a Permettez l'honorable. Honorable, justement, vous restez convaincu que le MRC ne peut pas investir le professeur Maurice Kamto à l'état actuel des choses, après ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier. J'ai failli vous dire que ce débat ne me concerne absolument pas. Il ne concerne pas absolument le RDPC parce que le RDPC entend traiter des principes généraux, des règles qui nous régissent, qui régissent notre société. On n'a pas besoin de s'attarder sur des cas personnels. Et pour pouvoir dire, effectivement, pour revenir sur un cas personnel, puisqu'on voit très bien qu'il y a une visée sur ce que le destin d'un parti politique de manière précise, je dois vous dire qu'en ce qui concerne nous dans le RDPC, nous attendons toutes les formes de candidature en sachant que, au-delà du fait d'être représenté à l'Assemblée nationale ou dans une instance qui a été indiquée par le code électoral, il y a toujours mille et une possibilités. Donc, toutes ces candidatures-là, supposées ou réelles, aujourd'hui, nous les attendons. La deuxième chose également, c'est que nous ne sommes pas en ce qui concerne nous, le RDPC, nous ne pouvons pas nous ériger en une instance électorale pour pouvoir décréter que telle ou telle personne, en fonction de telle ou telle chose, ne pourra pas être candidat. On laissera le soin. Mais ça, c'est l'honorable qui parle. Attendez, certains de vos camarades, écoutez, ça c'est vous. Je suis le RDPC. Représentant de RDPC sur le plateau, et donc, fort de ça, il ne nous appartiendra pas. Il y a deux instances qui parleront de ce sujet-là, qui sont le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel. Cela dit, j'ai été très content de venir sur ce plateau aujourd'hui parce que c'est un débat intellectuel qui m'intéresse beaucoup, et vous voyez très bien que, comme même dans votre introduction, vous avez laissé parler des sémillants professeurs, comme ils aiment bien s'appeler, et je peux vous assurer que j'en ai plus ou moins rigolé parce que je vois très bien que dans l'analyse, pour aller droit au but, parce que j'ai vu qu'ils ont pris tout le temps de l'émission, je crois qu'il y a une confusion fondamentale qui est faite entre les conséquences du mandat impératif et également le point de la représentation. Sur le point de la représentation, j'avais également commis à l'endroit, effectivement, là aussi, d'un certain nombre de propos qui avaient été tenus par le professeur Abba Oyono. J'avais commis un article pour lequel j'attends toujours la réponse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que la question qu'il avait posée, est-ce que la notion de représentation, telle que nous l'envisageons, doit être interprétée dans les mêmes conditions que l'on soit dans le domaine commercial, dans le domaine civil ou dans le domaine politique? Ce débat-là mérite d'être tranché, et en tout état de cause, la personne qui tranchera le moment venu, c'est le Conseil constitutionnel qui le tranchera. Et pour cette raison-là, moi je ne veux pas m'ériger comme en défenseur d'une cause parce que j'ai fait plein de bêtises. Ce problème n'aurait pas lieu aujourd'hui si les gens étaient ancrés dans les fondamentaux de la vie démocratique et avaient fait ce qu'il leur avait été demandé de faire. Et donc pour cette raison-là, je suis sûr qu'on ne s'entendra pas du tout. Mais je peux vous assurer que fondamentalement, je suis d'accord avec ce que le professeur Essomba a dit tout à l'heure. Les lois ne doivent pas être lues de manière parcellaire. C'est une articulation, une architecture qui se tient. Lorsque vous prenez l'article 3 de la Constitution et qui vous dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, vous ne pouvez pas lire cette disposition-là et ne pas la mettre en perspective par rapport à ce que dit la plupart de l'ensemble des articles, y compris celui que vous avez lu tout à l'heure, l'article 121, qui vous dit c'est des partis politiques qui représentent. Et d'ailleurs, quand vous vous appuyez pour pouvoir dire, on a dit que les partis politiques représentent, dans toute l'architecture de notre code électoral, vous verrez toujours que c'est les partis politiques qui représenteront. Et tout simplement là, pour pouvoir donc assumer cette fonction-là qui leur a été accolée, qui est celui de concours à l'expression du suffrage. Or, nous arrivons ici à un débat qui nous met en face par rapport à notre propre citoyenneté. Et c'est pour ça que j'envisage que l'article 121 est une forme de sanction.
Vous êtes un parti républicain, il y a la Constitution qui vous impose un certain nombre de fonctions, vous devez les remplir, mesdames et messieurs. Dès lors que vous ne les remplissez pas, on en tirera les conséquences nécessaires. Et donc, pour cette raison-là, article 121, on vous dit effectivement, quand vous n'avez pas de parti représenté à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas être candidat, sauf si vous prenez d'autres artifices, notamment en recourant aux 300 signatures. Et après cela, le débat devait s'arrêter. J'entends tout à l'heure le professeur dire cette loi-là, cette disposition serait inconstitutionnelle. Pas du tout. C'est le même article, je n'ai pas la Constitution sous mes yeux, qui renvoie ces problèmes de réglementation-là à une loi particulière, à partir de au niveau de la Constitution, qui dit, et d'ailleurs, il me semble très bien, parce que là, quand vous commencez à envisager les disciplines, vous dites vous n'avez pas le droit de toucher à ça. De mes connaissances primaires,